Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui dans Berkov dans tous ses états. Jean-Marie Baudry, vous recevez Max Erwan Gastineau, essayiste, chroniqueur politique et surtout auteur de ce nouveau livre, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la Vous allez y arriver. Je vais y arriver. La désoccidentalisation. C'est aux éditions du Cerf. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue Max Erwan Gastineau. Est-ce qu'Israël est un pays occidental ? Alors, j'ai envie de dire bien évidemment, je dirais tout simplement que nous sommes en tant qu'occidentaux le produit d'une civilisation judéo-chrétienne, ça n'aura échappé à personne. Un grand nombre de citoyens israéliens sont directement issus de nos contrées, et puis il y a un lien direct entre la création de l'État d'Israël et puis la tragique histoire européenne, notamment en écho à la Seconde Guerre mondiale évidemment. Avec la Shoah. Ceci dit, un certain nombre aussi d'Israéliens sont originaires de pays d'Orient. Il y a beaucoup de Juifs iraniens, d'origine iranienne, de Juifs d'Afrique du Nord aussi, qui sont pas tous repassés par la France. C'est pour ça que la question est pas si évidente. Est-ce que la guerre qu'Israël mène au Hamas actuellement est une guerre entre un pays occidental et ce qu'il y a en dehors de l'Occident ? Et justement, c'est là où les choses sont un peu plus évidemment complexes. C'est-à-dire que le fait de rappeler qu'Israël est un État occidental, ça peut légitimer une vision du monde où en effet la civilisation occidentale fait face à une menace islamiste incarnée en l'occurrence par le Hamas. Et en même temps, on sait très bien que la sécurité de l'État israélien renvoie à la question palestinienne, et pour résoudre la question palestinienne, il faut peut-être adopter une approche un peu plus fine et un peu plus complexe que celle qui nous renvoie à une logique de guerre de civilisation. Surtout dans cet Orient compliqué, quelle approche plus fine pouvons-nous adopter ? Écoutez, moi je trouve très intéressant d'observer la division des États européens sur cette question. On a bien vu au moment de la résolution aux Nations Unies visant à adopter une trêve humanitaire à Gaza, les États européens n'ont pas du tout la même vision du monde. Et ça nous renvoie d'ailleurs à une logique que Huntington écrit dans son choc des civilisations. Il dit que du fait de la division interne aux sociétés européennes, du fait notamment de l'immigration, et qu'il y a désormais une communauté musulmane très importante en Europe et notamment en France, les États européens ne pourront plus avoir tout à fait la même politique parce qu'ils devront tenir compte de la concorde interne à leur propre nation lorsqu'ils une partie de leur opinion publique. Une partie de leur opinion publique qui réagit directement, évidemment, et s'identifie à la cause palestinienne ou en l'occurrence israélienne. Est-ce que vous êtes en train de dire que la France, dans ce cas-là, a voté cette résolution controversée de l'ONU qui appelait notamment à une trêve humanitaire, même si elle a mis des réserves, seulement pour contenter une partie de sa population de religion musulmane plus sensible aux victimes civiles à Gaza ? Alors, il y a une tradition diplomatique française qui consiste à défendre la solution à deux États, et en même temps, je pense que quand Emmanuel Macron, par exemple, a tweeté pour dénoncer le bombardement d'un hôpital à Gaza, il s'est senti quelque part obligé de le faire, alors que nous ne savions pas à l'origine si ce bombardement était la conséquence d'une frappe israélienne. Il s'est senti obligé de le faire pour répondre à une inquiétude qui venait notamment en France de la communauté musulmane. Donc, pourtant, il y a à la fois une tradition géopolitique française et en même temps une division interne à la société française sur laquelle Emmanuel Macron cherche un petit peu sur laquelle, que Emmanuel Macron a bien à l'esprit, ce qui fait qu'il marche sur des œufs comme nombre de nos dirigeants. Mais pourtant, le reproche que certains ont fait à ce gouvernement et au président de la République, c'est d'être beaucoup plus pro-israélien aujourd'hui que la France ne l'était sous De Gaulle, quand De Gaulle partait même dans des envolées antisémite, on peut le dire, fustigeant les juifs, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, et prenant fait et cause simplement pour la résistance palestinienne à l'époque, c'est ce qu'il disait. Oui, c'était une réaction dictée par les événements. Mais il y avait pas ce que je veux dire par là, et si je vous soulève cet exemple, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans en France à cette époque, et De Gaulle ne disait pas ça pour contenter une partie de l'opinion publique. Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire qu'il y a une tradition depuis même le général De Gaulle qui consiste à la fois défendre l'existence d'Israël et en même temps défendre une solution à deux États, et donc la cause palestinienne, et le général De Gaulle estimait en 67 que celle-ci pouvait être également remise en question. Exactement, d'où d'ailleurs la position souvent singulière de la France, cette tentative d'aller parler aux pays arabes comme a essayé de le faire, des fois d'y parvenir Emmanuel Macron dans sa visite en Jordanie et en Égypte. Le défi de la désoccidentalisation du monde, l'ère de l'affirmation, notamment de leaders non occidentaux qui se revendiquent comme tels. On va prendre un exemple, c'est peut-être le plus parlant, c'est Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui s'est lancé dans une grande envolée anti-occidentale, une diatribe qu'on va écouter dans un instant, tout de suite même. Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler
En quelques mots, et pour traduire une partie de son discours où il fait un parallèle avec la guerre en Ukraine, on serait davantage sensible aux victimes ukrainiennes civiles des Russes qu'aux victimes gazaouis des frappes israéliennes. Il ajoute « Oh, l'Occident, je m'adresse à vous, voulez-vous relancer une nouvelle guerre du croissant contre la croix ? Le principal responsable du massacre à Gaza, c'est l'Occident. » Est-ce que cette opinion est répandue en dehors de l'Occident ? Mais en effet, il y a un reproche qui est courant dans les pays du Sud, c'est ce fameux 2 poids 2 mesures, le fait que les valeurs que nous prétendons défendre, nous ne les appliquons pas. Sur tout théâtre d'opération, nous n'avons pas la même compassion envers toutes les victimes, et donc on nous reproche en effet de nous identifier à certaines causes plutôt qu'à d'autres, et donc par exemple de nous sentir plus proches de la cause ukrainienne que du terrible sort, il faut bien le dire, du peuple palestinien. C'était le reproche d'ailleurs qui avait été fait à l'opinion publique française par l'acteur Omar Sy. Ça avait fait scandale. Est-ce que ce reproche est justifié de votre point de vue ou pas ? Écoutez, en partie, c'est-à-dire qu'en effet, nous avons l'habitude en Occident de défendre des valeurs universelles et de prétendre avoir une vision pour l'ensemble du monde. Or, dans les faits, ces valeurs rentrent des fois en contradiction avec nos intérêts. Et lorsque c'est le cas, nous sommes peut-être un petit peu moins offensifs sur ce discours humanitaire, universaliste, et là nous nous taisons peut-être sur certains sujets. Écoutez, certains pays en effet sont peut-être moins prolixes sur la question palestinienne. Vous avez également en Afrique un certain nombre de conflits, et vous avez nombre de pays africains comme au Congo, lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu au Congo, qui nous disent: vous êtes très offensifs sur la question ukrainienne, mais vous nous oubliez la plupart du temps. La République démocratique du Congo, qui est en conflit larvé avec le Rwanda, avec lequel on s'est par ailleurs réconcilié récemment, en tout cas sous Emmanuel Macron. C'était un tournant majeur. Est-ce que l'Occident est perçu aujourd'hui comme en déclin dans le reste du pays ? Alors oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut déjà essayer de définir précisément ce que c'est que la désoccidentalisation du monde. C'est au fond la montée en puissance de pôles de résistance à l'influence intellectuelle, culturelle et politique de l'Occident, et on le voit sur le conflit ukrainien, où la plupart des pays du monde, y compris des démocraties comme l'Inde et le Brésil, ne suivent pas les pays occidentaux dans leurs sanctions contre la Russie. Donc c'est un monde dans lequel des pays, du fait de leur essor politique, le produit de la décolonisation, et de leur essor économique, qui est le produit de la mondialisation, s'affirment pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs valeurs, et ils nous disent aujourd'hui, nous n'allons plus vous suivre, vous n'êtes plus les seuls sur Terre, et en plus, vos sociétés sont en crise. C'est ça aussi ce qui nous est renvoyé, c'est que vous ne pouvez pas donner des leçons à la Terre entière lorsque l'on voit l'évolution intérieure à vos propres sociétés, des sociétés occidentales en effet divisées. Et quelle évolution est fustigée en dehors de l'Occident ? Quelle évolution de la société occidentale est fustigée en dehors ? Alors, il y a tout simplement un constat sur le fait que nous subissons un relatif déclin économique, une perte d'influence militaire, géopolitique, et puis ce qui est beaucoup contesté, c'est aussi sur le plan des valeurs. C'est-à-dire que il y a tout un discours qu'on retrouve en Turquie, qu'on retrouve en Russie, qu'on retrouvait aussi à Singapour dans les années 90, qu'on retrouve en Chine, en Afrique, qui est au fond une critique d'un universalisme qui au fond défend des valeurs libérales attachées à la liberté et aux droits de l'individu, mais qui mépriserait les traditions, la vie religieuse, l'identité nationale. Et ça, dès le début des années 90, vous avez des pays du Sud, des pays notamment asiatiques, qui nous reprochent de confondre universel et valeurs occidentales. Il y a d'autres valeurs, d'autres façons de voir le monde, et ces pays aujourd'hui nous le disent avec force. Est-ce qu'on est à l'heure du relativisme ? Est-ce que finalement on est en train d'abandonner la propagation des droits de l'homme ? Est-ce qu'on n'aura pas le choix d'ailleurs ? On va en parler avec vous. Restez avec nous sur Sud Radio, Max-Erwan Gastineau, vous tous qui nous écoutez d'ailleurs. 0826 300 300. Est-ce que l'Occident n'est plus un modèle ? On en parle avec vous jusqu'à 14h. Est-ce que l'Occident prêche désormais dans le désert ? Le monde à l'heure de la désoccidentalisation, c'est la thèse de notre invité Max-Erwan Gastineau qui publie l'ère de l'affirmation. Ces pays et ces dirigeants qui s'affirment comme n'étant pas occidentaux et comme étant plutôt anti-occidentaux. On parlait de la Chine, on parlait de la Turquie, de Recep Tayyip Erdogan. On disait à l'instant que c'était l'exemple le plus parlant de ces pays qui ont un pied de chaque côté. Ça a toujours été le cas du territoire qui est recoupé par la Turquie aujourd'hui. La Turquie qui fait partie de l'OTAN, mais qui fait les yeux doux à la Russie, et la Turquie qui insulte l'Occident, mais qui n'avait pas jusqu'ici complètement rompu ses relations diplomatiques avec Israël, par exemple. Est-ce que la Turquie est un ennemi de l'Occident aujourd'hui ?
La Turquie, c'est l'archétype de ce multi-alignement actif qu'on attribue aussi à un pays comme l'Inde, par exemple. C'est-à-dire que la Turquie, en fonction de ses intérêts stratégiques, va se rapprocher de l'Occident ou s'en éloigner. Sauf que l'Inde insulte moins de pays. L'Inde insulte moins de pays. Vous avez en effet une stratégie un peu plus offensive chez Erdogan, qui nous concerne nous davantage, puisque nous avons des rapports géographiques évidents avec la Turquie. Mais moi, ce qui me semble intéressant dans le cas turc, c'est que c'est l'archétype en effet de ces nouvelles nations qui émergent sur la scène internationale et qui nous disent au fond, nous allons simplement défendre nos intérêts nationaux. Il n'y a plus de valeurs transcendant, de valeurs universelles, il n'y a que des nations qui défendent leurs intérêts. Oui, sachant que la Turquie était peut-être le pays, il y a un siècle, qui a le plus imité, en tout cas les valeurs occidentales, qui s'en est le plus inspiré sous le père de la République de Turquie, c'est-à-dire Mustafa Kemal. La laïcité, par exemple, était presque plus rigoureuse en Turquie qu'en France. C'est pour ça que l'ère de l'affirmation, le titre de mon ouvrage, en fait, succède à l'ère de l'imitation. Il peut y avoir encore une attirance pour le modèle occidental, mais il y a eu avant tout une imitation du modèle occidental jusqu'en Chine. Je rappelle par exemple en 2004 que la Chine a introduit dans sa constitution le droit à la propriété privée, donc on pouvait y voir une forme de poursuite de l'occidentalisation du monde. Mais là aujourd'hui, on voit bien que ces États aujourd'hui affirment leur identité, affirment leurs intérêts, et ce n'est plus Mustafa Kemal, la référence en Turquie, c'est plutôt l'islam avec Erdogan. Exactement. Ou alors Soliman le Magnifique, le grand sultan qui avait assiégé Vienne, en tout cas fait assiéger Vienne. Est-ce que ça signifie qu'il est logique dans ce cas-là que dans beaucoup de pays qui s'étaient laïcisés, y compris des pays musulmans pendant le XXe siècle, eh bien aujourd'hui on voit le retour du voile avec une certaine fierté? Oui, tout à fait. Il y a un retour identitaire. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui ont pris confiance en elles-mêmes, du fait de leur essor économique, du fait de leur essor politique. Il y a une confiance en elles-mêmes qui font qu'aujourd'hui, elles réaffirment leur identité et elles, de façon complètement décomplexée. Alors, qu'est-ce qu'on rejette dans les dites valeurs occidentales? Est-ce qu'on rejette un passé de domination? Alors, ce qui est rejeté, c'est une forme d'arrogance. C'est-à-dire, vous avez toujours prétention à régir le monde au nom de principes moraux que vous n'appliquez pas sur tous les théâtres. Et puis, il y a une critique des valeurs libérales. Lorsque Vladimir Poutine met en cause les valeurs LGBT, il sait très bien qu'il s'adresse à une forme d'internationale conservatrice qui peut relier aussi bien l'Inde, la Chine que les pays du Moyen-Orient. Et qui existe aussi, d'ailleurs, à l'intérieur de l'Union européenne, dans des pays foncièrement ennemis de la Russie, comme la Pologne, par exemple. Et ça, c'est un reproche qui est souvent adressé. Pourquoi vous tolérez l'homosexualité? Pourquoi vous tolérez tout simplement des marges de la fierté? C'est peut-être ce qui choque le plus en dehors de l'Occident aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a une forme de progressisme sociétal qui est en effet remise en question au sein même de l'Occident et qui n'est pas compris en dehors du monde occidental, qui contribue à accentuer les fractures entre l'Occident et le reste du monde. Et c'est le clivage le plus clair? Sur le terrain idéologique, c'est un clivage assez clair, mais moi je pense qu'il ne faut pas non plus surinvestir dans ce clivage idéologique, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une diversité du monde, il y a diverses manières de concevoir la famille, la nation, l'économie. Ce qu'il faut somme toute logique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelqu'un qui est menacé de mort ou menacé d'être brûlé vif parce qu'il est homosexuel dans son pays? On se sent obligé de lui accorder l'asile ou au moins de prendre sa défense. Mais tout à fait, je pense que l'Occident a vocation à rester fidèle à un certain nombre de principes et à accueillir des persécutés, ceux qui défendent nos valeurs à travers le monde. Sauf que vous venez de dire que ce serait perçu comme une ingérence et comme une forme d'arrogance. Offrir l'asile, non, mais dire qu'il faut aller exporter notre modèle dans d'autres pays comme nous avons cru le faire dans les années 2000 en Irak ou en Libye, je crois que c'est une erreur qui a eu des conséquences plus graves que la situation qui existait avant notre intervention. Ce qui signifie qu'il faut aujourd'hui, au nom du principe de réalité, renoncer à prêcher en Égypte cette politique qui consiste à faire des procès avec les homosexuels en les enfermant dans des cages. Il faut défendre la démocratie là où elle existe et dans les pays où elle n'existe pas, il faut se demander si la situation que nous allons créer en renversant le tyran qui est au pouvoir ne sera pas pire que la situation présente. Il faut aussi penser à nos intérêts nationaux. Je ne crois pas qu'en Libye, lorsque nous avons agi au nom de nos valeurs, nous ayons eu bien en tête les conséquences sécuritaires pour l'intérêt des peuples européens qui allaient être remises en question. Et pourtant, Mouammar Kadhafi était à deux doigts de raser Misrata et de punir la population qui s'était soulevée contre lui. C'était difficile d'assumer les images de la répression en temps réel. Mais ce qui nous rappelle que nous n'avons jamais le choix entre le bien et le mal, mais entre un moindre mal. Et donc, en effet, la situation était compliquée. Mais regardons aujourd'hui l'état de la Libye, comme l'état d'ailleurs de la société irakienne depuis l'intervention américaine. Vous parliez de l'exportation de la démocratie, ou plutôt d'arrêter d'exporter la démocratie et de la défendre là où elle existait. On avait réussi à l'exporter au Niger. Il n'y a pas si longtemps, une assemblée nationale nigérienne avait été élue avec un nombre record de députés femmes. C'était un progrès énorme en plein dans le Sahel. Il se trouve que le président, qui lui-même avait été élu démocratiquement, a été renversé par des putschistes militaires qui nous ont chassés, et on n'a pas l'impression que la population regrette la démocratie. Non, mais c'est-à-dire que la démocratie a vocation à concerner différents régimes, différentes civilisations, mais il y a quand même des conditions à l'existence d'une démocratie. La démocratie, ça suppose quand même l'existence d'un peuple
transcendée par des références communes, des références culturelles, une identité nationale. Si vous n'avez pas ces références culturelles communes, les minorités se déchirent, n'acceptent pas la loi de la majorité, et c'est ce qui se passe dans des pays extrêmement divisés en tribus comme en Afghanistan ou au Mali, où les conditions ne semblent pas réunies pour créer une démocratie libérale à l'occidental. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'État-nation pour vous dans ces pays ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'avant de créer une démocratie, il faut d'abord s'assurer qu'il existe une nation fortifiée sur des bases à minimale culturelle. Sauf que n'importe quel Malien que vous croisez, quand vous lui demandez d'où vous venez, il vous dit je viens du Mali parce qu'il se sent malien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut exister un sentiment national malien, mais vous voyez bien qu'en même temps, le Mali du nord au sud est extrêmement divisé. Il y a des indépendantistes touaregs, effectivement. La création d'un État stable. Or, la démocratie suppose des institutions à minima stables. Mais il y a eu des démocraties qui étaient confrontées malgré tout à du séparatisme. Oui, qui peuvent être confrontés à du séparatisme. D'ailleurs, c'est peut-être une menace qui concerne également l'Occident. C'est pour ça que je dis que, avant peut-être aussi de réfléchir à étendre nos valeurs ou à promouvoir nos valeurs à l'international, il faut aussi peut-être chercher à défendre nos valeurs chez nous. Et lorsque nous ne le faisons pas, c'est les pays du Sud qui nous disent, avant de défendre des valeurs dans le monde entier, regardez l'état de vos sociétés. Et quelles valeurs on ne défend plus chez nous ? Nos démocraties aujourd'hui sont travaillées par un processus de fragmentation culturelle très important. Il y a des divisions internes à la société française qui rejaillissent sur le terrain sécuritaire, et à tel point que l'on peut se demander justement si la France ne va pas continuer de s'archipéliser et d'être concernée par des phénomènes de séparatisme. Différents rapports, même François Hollande avait émis ce risque concernant la France. Effectivement, et l'archipel français, c'était la thèse de Jérôme Fourquet de l'IFOP qu'on reçoit assez régulièrement sur Sud Radio. On parlait du Niger il y a quelques instants. Je le rappelle, la France qui opérait contre le terrorisme sur place a été chassée du Niger, du Mali, du Burkina Faso juste à côté. Elle a été chassée aussi sous l'influence, pas seulement à cause, mais sous l'influence de l'action de la Russie. Parlons maintenant de la Russie, pays plutôt chrétien, de tradition, en tout cas orthodoxe, pays pas complètement occidental, mais clairement pas complètement oriental, et qui est perçu comme le fer de lance de la lutte contre l'Occident aujourd'hui. Alors il y a une tradition historique, c'est-à-dire que l'URSS luttait contre les empires coloniaux, et puis la Russie dans les années 90 a subi une forme d'occidentalisation qui a mené à un capitalisme sauvage qui fait que la société russe a connu une période très difficile. Et donc aujourd'hui, vous avez depuis en fait les années 2000 avec Vladimir Poutine une stratégie qui consiste à faire de la Russie le fer de lance de la désoccidentalisation du monde. Lorsque l'offensive a été lancée vers Kiev en février 2022, un document très intéressant traduit par la Fondapol en France révélait les objectifs géostratégiques de Poutine. Ce n'était pas simplement de prendre sa revanche sur l'Occident ou de reprendre le contrôle de Kiev, c'était aussi d'accélérer la désoccidentalisation du monde. Et de marquer le coup. De marquer le coup et de créer un monde, je cite, dans lequel les pays du Sud pourraient enfin évoluer sans se soucier des pays occidentaux. Est-ce que ça signifie qu'il est dans ce cas-là du devoir, non pas moral mais politique, des pays occidentaux que d'obtenir, de gré ou de force, le recul de la Russie, parce que ce serait vécu, sa victoire serait vécue dans le reste du monde comme le signe de l'échec de l'Occident ? C'est-à-dire on parle pas de morale là, on parle vraiment de pragmatisme. Alors, je pense que, en effet, il faut répondre aux défis lancés par la Russie, et les Européens se sont mobilisés pour défendre l'Ukraine. Mais on voit bien que le simple fait d'agiter nos valeurs et l'unité occidentale ne suffit pas, parce qu'il suffit que demain Donald Trump, par exemple, arrive au pouvoir aux États-Unis pour que l'aide américaine à l'Ukraine cesse. Donc, il faut que les Européens ne se projettent pas à l'international simplement à l'aune d'un bloc occidental qu'ils formeraient avec les États-Unis, mais qu'ils aient leur propre vision du monde et leurs propres moyens de la défendre. Vous êtes en train de dire que si les Européens disent publiquement qu'ils sont pour l'Ukraine, mais il faudrait qu'ils joignent les actes à la parole, et on aurait dû dans ce cas-là donner des Charles Leclerc, par exemple. Si les États-Unis n'avaient pas aidé d'entrée de jeu l'Ukraine, je pense que l'Europe aurait simplement acté la prise de Kiev. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'aide pas assez ou qu'on parle trop ? Ça veut dire qu'il faut se réveiller, et c'est-à-dire aussi que... En parlant moins ou alors en aidant davantage ? Mais c'est-à-dire qu'il faut en effet avoir des moyens européens de défense qui nous permettent de décider sur quel théâtre d'opération nous allons agir. Et là, en l'occurrence, si nous décidons qu'il faut davantage aider l'Ukraine, la question des moyens se pose. Or, nous dépendons de moyens d'un État qui n'a peut-être pas vocation à toujours agir sur le terrain ukrainien. Ça veut dire que la situation actuelle, pour vous, devrait encourager à davantage de construction européenne, notamment sur un plan militaire ?
C'est-à-dire qu'il faut que les États se réarment, il faut que nos démocraties se réarment moralement, spirituellement, il faut cultiver le patriotisme des États-nations, mais je ne crois pas à une fusion des États-majors. Personne d'ailleurs ne défend cette solution. Mais ça paraît d'ailleurs impossible, on a du mal à se mettre d'accord sur des sujets beaucoup plus banals. Mais qui existait dans les années 50 à l'époque de la CED. Non, mais en effet, il faut que les armées européennes aujourd'hui se renforcent, tout simplement. La communauté européenne de la défense, c'était un projet qui avait été torpillé par les communistes d'une part et les gaullistes d'autre part dans les années 50. C'était une autre époque. Malgré tout, on va se retrouver avec vous dans quelques instants parce qu'il y a un chapitre qui est très important qui s'intitule « Qui sommes-nous » Tiens, justement, avant de savoir ce qu'on va faire, qui sont les Occidentaux, des pays de plus en plus divers ou justement qui doivent revenir à leurs racines? On va en parler avec vous dans un instant. Et Jean-Marie Bordry, aujourd'hui, vous recevez Max Erwan Gastineau, essayiste, chroniqueur politique et auteur de ce nouveau livre, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. C'est aux éditions du CERF. Et on est toujours avec Max Erwan Gastineau. Effectivement, vous tous qui nous écoutez, d'ailleurs 0826 300 300, vous souhaitez poser des questions à notre invité, on est là pour vous répondre. Tiens, on posait une question existentielle, elle vous concerne tous, en tout cas tous ceux qui nous écoutent. Qui sommes-nous aujourd'hui? Avant de savoir comment l'Occident va se positionner, il doit savoir qui il est. Est-ce que l'Occident c'est vraiment qui il est aujourd'hui, Max Erwan Gastineau? J'ai l'impression que l'Europe s'est construite ces dernières décennies en oubliant son propre passé parce qu'elle le renvoyait à des heures sombres. Or, en effet, pour exister sur la scène géopolitique, il faut savoir d'où l'on vient, qui l'on représente, quel territoire l'on doit défendre. Et donc, en effet, je consacre une grande partie de mon livre à cette longue durée civilisationnelle européenne, comme disait Fernand Braudel, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui explique que l'Europe ait dominé le monde pendant 400 ans? Parce que c'est quand même ça aussi l'histoire de l'Europe. L'Europe a été forte et dominatrice. Pourquoi? Là, il faut revenir jusqu'à l'époque médiévale, voire même avant, mais je consacre plusieurs pages à l'époque médiévale, puisque le christianisme a joué un grand rôle en nous donnant, pour aller très vite, le goût de l'innovation, le goût du progrès, le goût du travail, la propriété privée, un ensemble de conditions qui ont permis un développement économique et industriel dès l'époque médiévale. Et puis, l'Europe, on l'oublie souvent, on dit souvent l'union fait la force, mais lorsqu'on regarde l'histoire de l'Europe, je dirais que c'est plutôt la division qui fait la force. C'est-à-dire que l'Europe, c'était des cités, des États, des royaumes qui se concurrençaient, créant une émulation collective qui n'existait pas dans d'autres ères civilisationnelles plutôt dominées par des empires. Un peu comme les cités grecques face au grand empire perse, par exemple. Voilà, donc nous sommes le produit d'une histoire façonnée par le christianisme, c'est pas une nouveauté, mais il faut rappeler l'importance du christianisme dans les conditions qui ont permis notre puissance économique. Et puis nous sommes aussi un continent divisé en nations, et je crois que nous n'arriverons pas à nous défendre si nous ne nous reconnectons pas à l'énergie spirituelle de nos nations, au patriotisme des États-nations, largement déconstruit depuis un certain nombre de décennies. Et pourtant, une bonne partie de l'apogée, en tout cas des pays européens, c'était la période des Lumières. La période des Lumières, c'est une prise de recul, on va le dire poliment, sur la religion et sur le christianisme. C'est une prise de recul, mais au nom aussi d'un nouveau sacré, la nation, qui émerge avec la Révolution française. Donc, c'est les deux jambes, la jambe citoyenne et la jambe chrétienne, qui a façonné l'Occident. Et nous sommes en effet le produit de ces deux éléments constitutifs de notre identité. Et comment parler dans ce cas-là d'une jambe chrétienne dans un pays où on est, en tout cas les Français sont de moins en moins nombreux à croire? Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque je rappelle nos racines chrétiennes, ce n'est pas pour rappeler à une forme de rechristianisation de l'Occident, c'est pour dire que jusque dans nos valeurs, les droits de l'homme, l'autonomie de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, nous sommes le produit d'une société chrétienne. C'est parce que les Européens sont les enfants du christianisme qu'ils mettent l'accent sur l'autonomie individuelle. Et moi, ce que je dis, c'est qu'attention, à force de mettre l'accent sur l'individu, nous oublions peut-être que nous sommes aussi les membres d'un tout, d'un collectif qui s'appelle en l'occurrence une nation. Et la démocratie suppose un sentiment national fort, sinon le citoyen disparaît au profit de l'individu qui ne regarde que son propre nombril. Sauf que comment croire encore à l'importance de la nation quand on a vu tous les crimes que le nationalisme a poussé à commettre il y a un siècle? Alors je crois qu'il ne faut pas confondre, je vais sortir de la palissade, de nationalisme et nation, même s'il faut toujours s'en méfier. Et là, je dirais que c'est là où peut-être le Sud a des choses à nous dire, c'est-à-dire que la désoccidentalisation du monde, c'est l'affirmation de nations qui sont sûres de leurs intérêts et de leurs identités. Donc, dans cette ère désoccidentalisée, où nous ne pouvons plus prétendre dominer le monde, nous avons nous aussi vocation à nous réinscrire à l'intérieur de notre cadre national. Sauf que vous êtes en France, dans chaque village de France, il y a au moins une église, une mairie et un monument aux morts avec des dizaines de noms, même quand le village fait seulement quelques centaines d'habitants. L'échec du nationalisme, les boucheries auxquelles ça a conduit est patent.
Alors moi je dirais que c'est plutôt l'impérialisme qui a causé la perte de l'Europe au XXe siècle, et c'est une certaine forme de nationalisme qui a créé notamment la résistance gaullienne. En quoi était-ce impérialiste que de vouloir récupérer l'Alsace-Lorraine ? Non, ce qui était impérialiste, c'est de vouloir, comme par exemple Hitler, conquérir l'Europe pour... Mais revenons à la guerre de 14-18. Revenons à la guerre de 14-18. Nous étions dans un conflit de rivalité, en effet, nationale. C'est substitué à ce conflit de rivalité nationale un conflit plus idéologique au XXe siècle. Absolument. L'histoire est tragique, mais quelle que soit, je dirais, la nature du conflit, nous avons vocation à habiter des cités, alors qu'elles soient à l'échelle de nations ou à l'échelle plutôt européenne, qu'importe, j'ai envie de dire. En l'occurrence, nous sommes toujours membres d'une collectivité que nous devons apprendre à défendre. Est-ce que vous êtes en train de souhaiter presque le retour du tragique de l'histoire? Je ne souhaite pas. Le tragique rejaillit aujourd'hui, et nous devons en prendre acte. Le tragique est constitutif de l'histoire de l'humanité. Alors vous parlez notamment de guerres qui ont eu lieu dans le passé. Est-ce que ça veut dire que l'Occident doit se préparer à nouveau à faire la guerre? Mais écoutez, je crois que la Russie nous invite quelque part, si l'on décide en effet de défendre l'Ukraine, nous invite quelque part à nous réarmer. Et puis d'autres défis sont face à nous. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, tout un ensemble à nos portes de conflits gelés sont en train de rejaillir, et notamment en Afrique. Or, l'évolution de l'Afrique aura mécaniquement un effet sur la sécurité des Européens. Sauf que le sens de l'histoire est justement le départ de l'armée française de l'Afrique subsaharienne. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut désormais renouveler nos coopérations, avoir une autre façon de concevoir notre rapport à l'Afrique. Ça ne veut pas dire justement, ce qu'ils ne veulent plus, c'est une forme de tutelle morale et politique de la France. Quand on envoie son armée là-bas, c'est une forme de tutelle puisqu'on assure la sécurité d'un pays à la place du dit pays. Ça nous avait été demandé, mais dès lors qu'aujourd'hui cette demande n'est plus supportée à l'ordre du jour, il faut en effet changer de paradigme. Alors que faire d'autre? Que faire d'autre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique nous dit non merci, nous ne voulons plus de votre aide militaire. Mais nous voyons... ça, c'est la version polie du message. Voilà, tout à fait. Mais nous voyons un certain nombre d'États africains qui aujourd'hui sont en plein essor économique, comme par exemple le Maroc. Nous venons de nous rapprocher du Maroc concernant la part du Sahara occidental. Et donc nous avons vocation à avoir peut-être une relation plutôt d'égal à égal avec un certain nombre de pays africains, notamment dans le domaine économique. Ça veut dire qu'on n'était pas capable d'avoir une relation d'égal à égal avec ces pays jusque dans les années qui nous précèdent. C'est-à-dire que nous étions toujours accusés d'avoir derrière des intérêts économiques une prétention moralisatrice à vouloir imposer un certain nombre de réformes à l'intérieur. Or, c'est la force en quelque sorte des Chinois. Ils s'imposent en Afrique très facilement. En construisant des ponts et sans faire de leçons de morale. Voilà, sans faire de leçons de morale. Donc ils n'ont pas vocation à changer la nature des régimes et des peuples qu'ils sont en train par ailleurs de coloniser économiquement. Reprenons l'exemple du Maroc, parce que c'est un des pays d'Afrique duquel la France était le plus proche et depuis des décennies. Il n'y a pas que le gouvernement français qui peut être taxé d'arrogance. Parlons même de certains bandeaux, de certaines chaînes d'information françaises qui se posaient la question après le tremblement de terre. Le Maroc peut-il s'en servir sans l'aide humanitaire française? Ça a été lu en français parce qu'il parle français et ça a été vécu comme une gifle et un crachat sur place. Est-ce que les Français sont arrogants et méprisants à l'égard des francophones d'Afrique? J'étais au Maroc récemment. Il y a toujours cette accusation d'arrogance, mais on aura du mal à s'en détacher. Il faut pas se cacher, puisqu'elle est, on l'est peut-être aussi un petit peu. Et puis c'est le produit d'une histoire à laquelle nous restons intimement liés. Mais par ailleurs, il y a des liens très forts. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de lien. Non, mais justement, entre la France et l'Afrique. Donc, je veux dire, il faut aussi passer outre ces remarques concernant l'arrogance française et nous rappeler ces liens pour se rappeler que nous avons aussi vocation à continuer d'avoir des liens, notamment économiques, avec les pays africains. Pas que économiques, d'ailleurs. Il y a des questions environnementales, par exemple, qui concernent l'ensemble du monde, sur lesquelles la France a des solutions à apporter en termes de transition énergétique. Absolument. Alors, ça nous amène aussi à d'autres sujets et d'autres défis qui se posent et qui sont nouveaux pour les pays d'Europe et en particulier la France. Comment gérer des relations avec un État qui a une très forte diaspora à l'intérieur de la France et qui peut parfois s'en servir à des fins politiques. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, on y revient, a tenu des meetings politiques en Alsace. Est-ce que c'est une forme d'ingérence? Ces pays dits du Sud tiennent avant tout à leurs intérêts, à leur indépendance et à leur souveraineté. Et nous avons peut-être aussi vocation à rappeler que nous tenons aussi à la nôtre et que l'ingérence étrangère, vous ne la voulez plus dans vos propres pays, nous ne la voulons plus non plus dans la nôtre. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut mettre carte sur table et dire à Erdogan ce que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'il cesse un certain nombre d'ingérences manifestes, notamment concernant la communauté musulmane en Alsace, vous l'avez rappelé. Est-ce que ça signifie dans ce cas-là qu'on doit faire pareil et que on doit se rappeler que nous aussi faisons campagne auprès des Français qui sont non pas qualifiés d'émigrés mais d'expatriés dans la plupart des pays étrangers? Faire campagne, c'est-à-dire?
Écoutez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un se présente aux élections présidentielles en France, il va voir les communautés étrangères un peu partout, les communautés françaises dans chacun des pays du globe. Je pense qu'il faut s'inquiéter de toute forme d'ingérence étrangère, que nous ayons des liens du fait de l'immigration. Mais non, c'est-à-dire que il faut pas confondre les ingérences avec le fait que nous avons des liens du fait d'une diaspora. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur notre diaspora pour maintenir un lien le plus fécond possible avec le pays où il vit. Il fallait qu'on explique à Erdogan de pas en faire autant avec sa propre diaspora. Oui, mais vous avez vu que Erdogan va quand même assez loin, puisqu'il explique au fond aux Turcs qui vivent en Europe qu'ils ne doivent pas s'assimiler. Absolument. De deux choses l'une. Soit vous vivez en France, en Allemagne, et donc vous avez vocation à vous intégrer dans la société dans laquelle vous vivez, soit vous n'avez pas vocation à vous intégrer, et dans ce cas-là, nous sommes légitimes à vous faire un certain nombre de remontrances. Sauf qu'on n'a même pas besoin de le dire à nos expatriés français qui sont dans n'importe quel pays du monde, puisqu'on les considère comme des Français, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète même pas de leur possible intégration aux 10 pays dans lesquels ils vivent. Mais ce sont souvent des expatriés, c'est-à-dire au sens le plus temporaire du terme, c'est-à-dire que ils n'ont pas de nationalité turque, vous voyez, contrairement à un certain nombre de citoyens turcs qui eux vivent chez nous et qui sont binationaux et qui n'ont pas vocation à rentrer en Turquie. Ce qui nous ramène à la question que vous posiez et qui est passionnante. Et qui sommes-nous? C'est un fait aujourd'hui, des millions et qui nous écoutent aussi, de citoyens français sont de religion musulmane. Ils sont de cultures qui ne sont pas nécessairement judéo-chrétiennes. Ils sont pourtant autant français que nous tous. Comment faire en sorte qu'on fasse nation? Et c'est la grande question. Vous avez 3 heures. Non, mais c'est la grande question, parce que on avait un modèle quand même qui s'appelait le modèle républicain. Ouais. Le modèle républicain prônait l'assimilation. L'assimilation, ça voulait pas dire nécessairement oublier ses origines, ça voulait dire partager un certain nombre de références culturelles communes. Et c'est notamment en France transmis à travers l'école, à travers un récit patriotique qui consolidait la nation par-delà nos différences. Je crois que nous avons largement abandonné ce modèle unitaire républicain, l'unité de la nation, l'indivisibilité de la nation, le patriotisme, le roman national. Nous avons laissé tomber tout ce qui permettait de faire nation, le service militaire. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les différences infranationales prennent le pas sur le sentiment d'appartenance à la nation. Sauf qu'on peut pas décréter le retour de pratiques qui se faisaient dans le passé. On compare toujours les immigrés récents en France aux immigrés italiens, et en général, on ajoute, eux, ils s'intégraient beaucoup plus facilement. Mais vous pouviez pas passer vos vacances en Italie à l'époque, à peu près tous les ans. Vous n'aviez pas la télévision italienne, elle n'existait pas. Vous n'aviez pas forcément le restaurant italien en face de vous. C'est une autre époque. Tout à fait. Non, mais l'historien Pierre Milza rappelle que les 2/3 des Italiens sont rentrés chez eux faute d'assimilation. Mais donc ceux qui restaient, eux, s'assimilaient. Et l'assimilation fonctionnait assez bien. C'est pour ça qu'on a cru que mécaniquement, l'assimilation allait continuer à fabriquer du français à partir de toute souche, si j'ose dire. C'est plus compliqué aujourd'hui, du fait en effet de l'origine et de la proportion d'immigrés, mais nous ne devons pas pour autant renoncer à ce modèle, puisque quelle est l'alternative? Si nous ne prenons pas l'intégration ou l'assimilation, ne rentrons pas dans ce débat terminologique, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est un séparatisme doux, voire un séparatisme hard dans plusieurs années, lorsque les communautés finiront par s'affronter parce qu'elles n'ont plus rien en commun. Pourtant, on peut comprendre aujourd'hui, et c'est bien naturel, que certains Français se sentent beaucoup plus émus lorsqu'ils voient une victime israélienne de la guerre entre Israël et le Hamas, et d'autres se reconnaissent davantage dans une victime civile gazaoui. C'est difficile de reprocher ça, c'est pas un manque d'intégration? On peut pas reprocher, en effet, de nous sentir liés à un certain nombre de causes. Maintenant, la question n'est pas de savoir si nous avons vocation à penser la même chose, à ressentir la même chose. La question, c'est qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons des différences, nous ne voyons pas le monde de la même façon, nous n'avons pas forcément les mêmes combats sur la scène internationale. Pour autant, nous devons avoir un certain nombre d'éléments communs. Et je crois que c'est ce commun qui aujourd'hui nous fait défaut, ou qui en tout cas nous interroge. Alors qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on peut avoir en commun? Vous allez nous le dire dans un instant. Sur Sud Radio, à tout de suite, Max Erwan Gastino. Jusqu'à 14h, l'ère de l'affirmation, répondre au défi de la désoccidentalisation. On en parle avec notre invité Max Erwan Gastino, qui publie ce livre aux éditions du CERF, direction le Standard, Esteban. Oui, direction Toulouse, puisque nous avons Richard qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, Richard. Bonjour. Et oui, en fait, j'ai deux questions en fait. C'est deux causes en fait qui seront traitées pour qu'on vive mieux ensemble. C'est la première, c'est est-ce que l'abandon de projets politiques sociaux et ce développement des projets sociétaux qui ont une propension à nous diviser. Hein. On voit les projets sociétaux qui sont avancés, ils sont très clivants, en particulier lorsqu'on a des croyances religieuses. Hein. Et donc ça a été mis en avant par notre gouvernement, et c'est le mode américain en fait. Hein. Comme ça, on parle pas de social, on réunit pas les gens autour d'un projet social, quelle que soit leur religion, on les divise autour du sociétal. Et l'autre, ça, est-ce que c'est une des causes pour vous dominantes?
Et l'autre point, c'est est-ce que la solution, ça serait pas de lancer des grands projets, un grand projet par exemple de rattrapage de notre balance commerciale extérieure qui est dramatiquement mal engagée à plus de 150 milliards. Et là, on crée des entreprises, on fabrique des machines pour refabriquer en France et on se bat par exemple en faisant baisser le prix de l'électricité pour ramener du business en France. Ouais. Et ça, c'est des projets qui peuvent nous unir, quoi, quelles que soient nos religions, nos vues. Politique sociale et économique. Ouais. Et écoutez, alors attention quand même les grands projets. Mao Tse-tung avait fait la même chose. Il voulait devenir le numéro 1 de l'export de l'acier. Il a construit des hauts fourneaux partout. Ça a créé une famine de 60 millions de morts en quelques années. Quoi qu'il en soit, Max-Herwann Gastineau, l'abandon de politique sociale. Ou sociétal, si j'ai alors compris. Trop de sociétal, pas assez de social, c'est ce que disait Pierre, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en effet, sur les sujets sociétaux, nous sommes très divisés. Que nous soyons divisés sur des sujets politiques et idéologiques en France, ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est, et j'en reviens à ce que je disais auparavant, c'est qu'est-ce qui fait contrepoids à ces divisions. Et là, c'est là où, en effet, je pense qu'il y a un affaissement du sentiment d'appartenance à une même nation. Ce qui nous renvoie à la deuxième partie de la question que je trouve intéressante, parce qu'on parle beaucoup de l'identité au sens culturel, mais le sentiment d'appartenance à une nation, il était aussi fondé, et notamment avec le général de Gaulle, qu'on évoque à corps et à cri, dans les années 60, à partir de grands projets industriels qui donnaient aux Français la fierté d'appartenir à une grande nation qui était capable, comme les autres, comme les États-Unis, d'avoir sa propre industrie nucléaire, d'avoir ses propres projets industriels. Et je crois qu'en effet, si nous n'avons plus les mêmes bases culturelles communes, mais qu'en plus, nous n'avons plus cette même force de frappe en termes d'innovation et d'industrie, où sont les leviers de fierté? Ils font défaut. Sachant que l'État n'a plus la même force de frappe financière qu'il avait à l'époque du général de Gaulle, parce que les caisses sont vides et qu'on est surendetté. Oui, mais c'est la question de l'œuf et la poule. C'est-à-dire que nous sommes désindustrialisés, donc du coup, nous sommes beaucoup plus dépendants d'importations, et ce qui a aussi contribué à alimenter la dette de l'État français. Donc, je pense qu'il faut d'abord, comme le dit d'ailleurs quelqu'un comme Arnaud Montebourg, reconstruire notre base industrielle, et là, ensuite, nous retrouverons peut-être des conditions économiques plus fécondes qui nous permettront d'investir davantage peut-être dans notre appareil armé pour revenir sur les sujets géopolitiques. Mais à supposer que ce soit possible dans la mesure où certains pays qui nous font concurrence, qui ne sont plus occidentaux, ont une avance technologique considérable. On peut le voir en ce moment même, par exemple, avec l'arrivée massive de voitures chinoises à prix complètement cassés et qui sont en avance technologiquement sur les nôtres. Oui, c'est tout à fait inquiétant, mais en même temps, quand vous regardez le classement de la France dans l'OCDE et dans l'Union européenne, nous sommes avant-dernier, je crois, juste devant la Bulgarie au niveau de notre balance commerciale. Donc, sans peut-être reconvoquer les années 60, nous pouvons peut-être, je pense, même rattraper un certain nombre de déficits extérieurs en termes industriels. Et il se trouve que ça nous amène à un sentiment de déclin qui est quand même patent dans tout le pays, et pas seulement en France d'ailleurs, et qui est commun à beaucoup de pays européens et même occidentaux. Oui, mais je dirais quand même en France, ce sentiment est accentué. Alors peut-être par un pessimisme culturel sur lequel on revient souvent, mais quand même, regardons en arrière. Il y a encore, par exemple, il y a encore 20 ans, on pouvait être fier d'être français lorsque nous disions nous aux États-Unis par rapport à la guerre en Irak en 2003. Nous avions des services publics, nous pouvions dire que notre modèle d'intégration fonctionnait, que l'école fonctionnait plus ou moins bien, que nous étions un pays exportateur de denrées agricoles, ce qui est toujours le cas. Mais sur tous ces indicateurs, absolument tout, nous avons régressé. Donc les 20 dernières années ou les 30 dernières années sont en effet le signe d'un affaissement. Et qu'est-ce qui l'explique ? Mais qu'est-ce qui l'explique ? Écoutez, sur différents sujets, je crois que nous avons cru que notre salut passerait par un surcroît d'européanisation sur à peu près toutes les politiques. Et on le voit aujourd'hui notamment sur la politique énergétique, où des États n'ont pas pensé que, en la jouant collectif, ils allaient s'en trouver renforcés. Et je pense évidemment à l'Allemagne qui, elle, a défendu ses intérêts nationaux. Et aujourd'hui, du coup, la France est contrainte de le faire et défend son industrie nucléaire. Mais que de retard accumulé au nom de l'idée sur laquelle nous allions dépasser les États-nations. Donc c'est la France qui a été plus naïve que les autres, y compris que d'autres pays d'Europe. La France a été peut-être plus royaliste que le roi, plus européenne que les Européens, voire même peut-être à un moment donné plus mondialiste que la mondialisation, puisque nous avons cru que la mondialisation c'était au fond une ère économique dans laquelle les États n'allaient plus avoir de prise sur le destin de leur propre peuple. C'est faux, et les pays du Sud se sont développés à partir d'un certain dirigisme qui nous rappelle le capitalisme d'État qui fonctionnait à l'époque notamment du général de Gaulle. Pourtant, on était à une époque où les très grandes entreprises, les géants du CAC 40, ont presque autant d'argent à gagner en dehors de la France qu'à l'intérieur de la France, où des grands groupes ne payent pas beaucoup d'impôts par exemple, et où certains milliardaires en font autant.
Oui, mais nous avons aussi quand même un savoir-faire. Alors c'est là où il faut être un petit peu peut-être positif et croire en notre avenir. Nous avons aussi un certain nombre de savoir-faire technologique et industriel. Il se trouve que je connais bien le secteur de l'énergie. Et dans le domaine de l'énergie, il y a par exemple un secteur qui est assez peu connu, c'est le domaine du biogaz. La France a un potentiel de production de biogaz grâce à ces grands groupes industriels comme Total, Engie, etc., qui doit nous permettre d'avoir une indépendance énergétique gazière plus importante dans les prochaines années. Donc il faut aussi, il faut constater le déclin de la France sur tout un ensemble de sujets et en même temps se demander comment on peut remonter la pente. Et là, vous avez un certain nombre de secteurs, je citais le secteur énergétique, mais il y en a d'autres sur lesquels nous pouvons miser pour essayer de reconstruire notre base industrielle. Autre aspect important, parce que la France s'est industrialisée avant une bonne partie des pays du monde, en tout cas ceux qui ne sont pas occidentaux, les ressources minières, les réserves naturelles, les matières premières, elles sont plus en Europe. C'est aussi une faiblesse et cette faiblesse, on peut pas la compenser. Mais la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à la fois valoriser ses propres atouts. Et nous avons quand même un certain nombre de ressources énergétiques minières en Europe. Elles ne suffiront pas. Et donc, ce qui compte, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement. La France a eu, de ce point de vue-là, je dirais, un regard stratégique très intéressant. Lorsqu'on regarde son approvisionnement énergétique nucléaire ou gazier, nous ne dépendons pas d'un seul pays comme l'Allemagne par rapport au gaz russe. Mais c'est très important. D'ailleurs, on dépend largement aussi du Kazakhstan, qui est une ancienne république soviétique. Rien que pour l'uranium, c'est important de le rappeler concrètement aujourd'hui. Qui sont, pour vous, les ennemis de l'Occident ? Je dirais que le principal ennemi de l'Occident, c'est l'Occident lui-même. C'est-à-dire qu'il faut, en effet, constater un relatif déclin, une relative perte de puissance, se demander pourquoi nous ne sommes plus aujourd'hui dignes d'être imités, selon un certain nombre de pays en tout cas, et se demander s'il n'y a pas aussi des bonnes raisons qui justifient notre remise en question. Lorsque nous voyons, et là on en a largement parlé avec la désindustrialisation et puis la division exacerbée de nos nations, il faut se demander si nous n'avons pas pris un mauvais chemin et si il n'est pas temps, avant de donner des leçons à la terre entière, de reconstituer nos propres nations. Et donc ce mauvais chemin qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut abandonner aujourd'hui ? Ce qu'il faut abandonner, c'est l'idée selon laquelle nous avons vocation à régenter la mondialisation, des valeurs universelles transcendent l'humanité. Il y a des principes universels, il y a une humanité évidemment, mais elle se médiatise différemment en fonction des cultures et des modèles nationaux. Donc il faut tout simplement accepter, prendre acte de la diversité du monde et laisser le Parti communiste chinois, pour ne citer que lui, exporter son propre modèle quand il le pourra. Mais la Chine ne cherche pas à exporter son propre modèle, elle est convainue de son exceptionnalité et que sa singularité n'est pas exportable. Grosse différence avec les Occidentaux d'ailleurs. Grosse différence avec les Occidentaux. Donc reconstruisons-nous de l'intérieur. Et entrons dans cette nouvelle ère avec la force, encore une fois, de nos nations. La valeur qui prédomine aujourd'hui, je le dis une nouvelle fois, c'est l'intérêt national, avec une vision très souple. On voit les Européens qui aujourd'hui refusent, par exemple, le gaz russe pour soutenir l'Ukraine, mais qui, par ailleurs, vont se rapprocher de l'Azerbaïdjan et par ce biais, obtenir quand même le gaz russe. Et donc là, nous sommes pris à revers. Nous avons un discours très moral au nom de nos valeurs. Et puis en même temps, quand il s'agit de défendre nos intérêts, on oublie un petit peu ces valeurs-là. On est loin d'être le seul à le faire. On rappelle que Israël a par exemple équipé l'armée azerbaïdjanaise, que l'Iran était plutôt du côté des Arméniens parce qu'elle a elle-même plus de 10 millions d'Azéris sur son territoire. Enfin, tout le monde peut aussi être un petit peu faucheton avec ses valeurs. Évidemment, mais sauf que c'est beaucoup plus assumé dans d'autres pays. Alors nous sommes incohérents entre la défense de nos intérêts et la défense de nos valeurs, ce qui nous affaiblit. L'incohérence sans la puissance est source de perte de crédibilité, et je crois que c'est ça aujourd'hui qui nous est largement reproché. Pourtant, la puissance militaire française est quand même supérieure aujourd'hui à la puissance militaire iranienne. Si je prends un exemple, c'est difficile de comparer deux États qui sont trop loin pour se faire la guerre. Oui, mais lorsqu'on se compare, en effet, on peut se rassurer, mais les capacités d'intervention de l'armée française, on le sait tous, sont très limitées. Des rapports sont venus l'attester, et même sur le théâtre africain, nous n'avons pas agi tout à fait seuls. Donc il faut aussi se rendre compte de nos moyens, ils sont importants, mais aussi de leur diminution et de leur limite. La principale raison d'espérer, puisque votre livre, quand même, où les questions qu'on a soulevées sont assez peuvent pousser au pessimisme, la principale raison d'espérer pour vous ? La principale raison d'espérer, c'est que lorsque l'un des grands faits d'armes de la France des 20 dernières années, c'était en 2003, lorsque nous sommes opposés à la guerre en Irak. Nous étions en avance sur les nations européennes, parce que nous avions compris que cette intervention n'allait pas être comprise par un monde non occidental qui était en train de s'affirmer. Et donc, il y a quand même dans l'appareil diplomatique français, il y a une tradition gaulienne qui font que nous sommes capables de nous adresser
au reste du monde, à des pays qui ne sont pas occidentaux. D'où l'importance de ne pas s'enfermer dans un bloc occidental dans lequel l'Europe va perdre son autonomie. Il faut que la France se reconnecte avec sa tradition géopolitique et s'adresse à des pays vis-à-vis desquels elle n'a plus l'habitude de parler. Par exemple, l'Amérique latine. Quelle est notre vision aujourd'hui de l'Amérique latine? Le Mexique est en train de s'émanciper géopolitiquement des États-Unis, le Brésil s'affirme. Nous n'avons plus de véritable politique latino-américaine. La mano en la mano, disait De Gaulle dans son discours à Mexico, aux Mexicains. La France et le Mexique vont se développer la main dans la main. Est-ce qu'on peut encore réveiller ces vieux réseaux? Mais la France a un réseau diplomatique qui fait partie des plus importants du monde. Il y a encore une fois une tradition historique, une langue française qui continue malgré tout d'être parlée par un nombre de locuteurs importants. Nous siégeons de moins en moins comme langue étrangère. Et oui, mais par rapport encore une fois à d'autres pays, ça reste important. Nous siégeons au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, nous avons tout un ensemble d'atouts que tout le monde connaît, mais qu'il faut désormais mettre au service d'une vision stratégique française et européenne. Et je crois qu'elle fait défaut aujourd'hui. C'est plutôt un déficit intellectuel qui aujourd'hui nous fait défaut sur la scène internationale. Et vous parlez justement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, 5 membres permanents: États-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne. Si réforme il y a de ce Conseil de sécurité, qui perdra son siège? C'est nous. Mais ce serait une grave erreur que de perdre notre siège. Personne n'a dit que ce serait nous qui prendrions la décision, mais globalement, ce n'est plus du tout en rapport avec le poids politique ou économique de la France. Mais pour qu'on perde notre siège, il faudrait qu'on l'accepte en tant que membre permanent des Nations Unies. Voilà, il faudrait que la décision soit française et qu'elle soit approuvée par les autres. Et que le veto soit tenable. Par contre, il y a une évolution qui moi m'inquiète, c'est-à-dire que vous avez à la fois Emmanuel Macron qui affirme quand même une tradition gaullienne lorsqu'il revient de Chine et qu'il dit que les Européens n'ont pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain. Ça me semble être du bon sens gaulien en quelque sorte. Mais par ailleurs, il défend avec l'Allemagne la fin de l'unanimité sur les initiatives de politique étrangère au sein du Conseil européen. C'est-à-dire que demain, à la majorité, les 27 pourraient décider d'un certain nombre d'initiatives en termes de politique étrangère. C'est l'assurance pour la France d'être systématiquement minoritaire, puisque nous sommes les seuls à avoir des prétentions, des velléités indépendantistes pour l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Allez, en tout cas, merci à vous, Max Erwan Gastineau, auteur de ce livre, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. C'est publié aux éditions du Cerf, Esteban. Oui, tout de suite, vous avez rendez-vous avec